Bienvenue à tous et à toutes pour ce ski chrono débrief avec Marc Garcia, ancien slalomeur de la Coupe du Monde qui m'accompagne comme d'habitude. Ce sera le dernier ski chrono débrief consacré à la Coupe du Monde avant la parenthèse olympique de Pékin que nous vivrons du 4 au 20 février et que nous vivrons, j'allais dire, avec un décryptage quotidien. À chaque course de ski alpin, nous nous retrouverons avec Marc et nous aurons de temps en temps un invité de Marc, un grand témoin. On a déjà la confirmation de Franck Picard, le 8 février, pour nous parler du Super G-Home qui aura lieu. Mais avant de basculer dans cette parenthèse chinoise, Marc, on a vécu, j'allais dire, deux étapes techniques, une chez les dames, une chez les hommes, assez contrastées. Autant on a toujours une hiérarchie bien établie à tous les étages en géant dames, avec le géant de Kranplatz qui était magnifique dans les Dolomites, avec Sarah Hector qui vient décrocher sa troisième victoire, et puis un nouveau podium série en cours de Tessa Worley qui reste dans le rythme. Autant chez les hommes en slalom, là c'est encore un scénario, j'allais dire, à suspense, avec un nouveau vainqueur, le sixième de la saison, et puis un scénario catastrophe pour les deux Français, enfin 4 Français, mais deux Bleuets qui n'ont pas pu se qualifier, et 2 Français qui pouvaient jouer quelque chose, Alexis Pinturo éliminé et Clément Noël, j'allais dire, qui n'est plus à la fête et qui termine 9e, qui est en bas. Voilà, on va parler de tout ça, essayer de décrypter un peu ce qui se passe sur ces deux, dans les têtes des champions. Marc, on part à Kranplatz. J'allais dire, les étapes de géant, même si celle-là était vraiment décalée par rapport à la dernière, se suivent et se ressemblent. Sarah Hector gagne toujours. Oui, Sarah qui nous a encore fait une magnifique démonstration. Elle est, tu vois, il y a Goja en vitesse. Là, cette année. Enfin, elle est plus stable que Goggia en vitesse quand même. Oui, non, mais je veux dire en termes de victoire. Oui. En termes de victoire, et je dirais de domination. Elle est là et bien là. Elle nous a fait un beau ski, vraiment bien, solide, costaud, rien à dire. Elle était impériale. Et notre Tessa nationale, qui est toujours là et qui est là. Ouais. Et je pense que pour les Jeux, elle a une bonne carte à jouer. Comme tu dis, on n'a pas vu de grandes nouveautés chez les géants. Juste une confirmation. Donc ça reste tranquille sur ces beaux géants. Ils ont fait vraiment du très très bon ski. On reparlera de Sarah Hector au moment d'analyser le général du globe du géant. Pour revenir à Tessa, ce qui est aussi assez rassurant, c'est qu'elle ne fait pas une course exceptionnelle, notamment sa première manche, un peu comme d'habitude parfois où elle est en dedans. En revanche, en deuxième, elle est vraiment à réaction et on sent qu'elle y met un petit peu plus d'envie, d'engagement. Et donc, elle ne fait pas une course exceptionnelle et elle est sur le podium. Oui, ça effectivement, c'est une bonne analyse, en tout cas pour elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait le meilleur ski, mais que en pratiquant ce type de ski, comme tu dis, encore la première, un petit peu en dedans, et elle est là, sur le podium, prétendante pour j'espère, pour le médaille olympique. En tout cas, oui. Ça, c'est vraiment le côté sans bien skier, comme tu le dis, peut-être des réglages de ski matériel aussi par rapport aux qualités de neige, qu'elle a pu modifier ou en tout cas être mieux sur cette deuxième manche. Oh non, moi je suis très content de l'avoir malgré tout sur le podium, sans avoir pratiqué de la Super Tessa. La Super Tessa. Alors, on fait les fines bouches, parce que c'était quand même, comme l'a dit Lionel Pellissier, c'est un ski costaud, c'est un ski solide qu'elle a développé depuis Zolden. Bon, en plus, elle est sur une pente qu'elle affectionne particulièrement à Kranplatz, puisque je crois que c'est son quatrième ou cinquième podium en automne de course. Donc, elle est vraiment à l'aise sur cette pente. Donc, elle a déclaré qu'elle était là où elle voulait être avant les Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'elle, pour le coup, a fait le plein de confiance. Oui, total. Elle l'a fait depuis tous les derniers géants. Super géant. Super G qui entretient. Ça lui a remis un beaucoup de super. Donc, je pense que c'est l'analyse qu'elle a fait pour elle-même. Donc, correspond tout à fait à l'image qu'on peut avoir, nous, les consultants. Oui, très, très bien. Alors, ça veut dire qu'au général, avec cette stabilité, on est dans j'allais dire, un mano à mano, même si Sarah Hector a un peu décroché la meute qui est derrière elle, puisque avec cette troisième victoire, elle a maintenant 462 points. Donc, ça veut dire qu'elle a fait un petit trou par rapport à Tessa Worley, qui est deuxième, 367 points, qui est à 95 points, un peu moins d'une victoire.
et elles éclipsent les deux, j'allais dire, les deux grandes skieuses du cirque blanc, hein, qui, elles, jouent le général. Ils sont Shiffrin, qui est troisième avec 363 points, et Vlova, qui, elle, est à 331 points. Donc, ça veut dire qu'il reste, si j'ai bien calculé, 3 géants, dont celui des finales de Courchevel-Méribel qui aura lieu entre le 16 et le 20 mars 2022. Et on vous invite d'ores et déjà à prendre vos billets pour ces finales. Donc, 3 géants. D'ailleurs, petite question piège, Marc, le géant sera à Méribel ou à Courchevel? Bonne question, il me semble qu'il sera à Méribel. Mais Il sera à Méribel. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Donc, il reste 3 géants. Je n'avais pas eu l'information, mais bon. Voilà. Donc, 3 géants, 95 points. Bon, Sarah Hector peut sortir, donc ça reste ouvert. Oui, il y a une belle carte à jouer pour le globe, je pense. Hein, les points, on les compte à l'arrivée, comme à chaque fois. Donc, moi, je suis très confiant. Très confiant. Là, vraiment, je pense qu'elle est revenue à sa place. Et ça va être tous ces petits détails. Et comme tu dis, hein, la course, c'est la course. On ne souhaite jamais que quelqu'un se mette par terre, mais non, bien sûr. Non. Je pense qu'elle a une belle carte à jouer pour le globe. On est bien Oui. d'accord. Oui, et puis elle a l'expérience également j'allais dire, de cette lutte de haut niveau, contrairement à Sarah Hector, pour qui c'est un petit peu nouveau, parce qu'elle a eu quelques saisons où elle n'était pas aux avant-postes. Voilà. Avec tout ça, je trouve que moi, Tessa Worley mériterait d'être porte-drapeau de la délégation française à Pékin. Elle est dans le match pour l'être. Hein. On sait qu'il y aura 2 athlètes, un homme, une femme. Mais moi, je vote pour Tessa Worley pour qu'elle soit porte-drapeau de la délégation française à Pékin. Oui, c'est une bonne option. Allez, je te suis. Allez, je mets Allez. Je mets le vote pour ça aussi. On met un ticket là-dessus. Un mot sur le général pour les dames, où vraisemblablement elles sont plus que 2, Gojia étant vraiment maintenant à plus de 300 points et j'allais dire un peu en difficulté après sa chute. Donc, Shiffrin est toujours en tête, mais avec vraiment très, très peu d'avance. Il y a 15 points d'avance. Je crois que c'est 1026 points et 1009 points. Donc, voilà, c'est une quinzaine de points d'avance. C'est vraiment très serré. Si toi, tu vois qui alors, même si on va mettre entre parenthèses parce qu'on aura les Jeux Olympiques, tu trouves que j'allais dire la courbe de performance est plus en faveur de Vlova ou de Shiffrin? Moi, je mettrais plus Shiffrin. Je mettrais beaucoup plus Shiffrin. Maintenant, Vlova fait des choix. Ils sont aussi des choix concernant l'utilisation et ce qu'on fait avec son matériel. Moi, je pense, cette année, je pense que Shiffrin. Moi, je vois Shiffrin. Voilà. Tu vois Shiffrin, d'accord. Bon. On bascule chez les hommes, où là, en slalom, j'allais dire, c'est vraiment tourner manège. Hein, ça change à chaque session, comme l'année dernière d'ailleurs, puisque au bout de 6 slaloms, on avait eu 6 vainqueurs différents. Et là, on n'a pas découvert Linus Strasser, hein, le slalomeur allemand, parce qu'il avait déjà gagné en Coupe du Monde, et c'est un tout bon. Mais en tout cas, il n'était pas dans les 7, et c'est un nouveau vainqueur qui n'est pas dans les 7. Hein. Et il s'est imposé à l'issue encore d'une course à suspense, avec des rebondissements, des éliminations, et puis un podium un peu surprenant. Hein, Strasser, McGrath, le jeune Norvégien qui arrive avec un très gros dossard, hein, une nouvelle fois, un dossard 34, mais qui est lui aussi très talentueux. Et puis Manuel Feller qui s'était totalement perdu dans la première manche, 28e temps, et qui fait une remontée fantastique, comme on en a eu quelques-unes déjà cette saison, et qui vient décrocher un podium pour le plus grand bonheur des Autrichiens. Oui, alors, ce truc de dingue encore. Hein. Dingo. Soirée de dingo chez les salomeurs. Une de plus. Moi, c'est incroyable. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a l'Armada suisse. Deuxième manche, 8. L'Armada suisse qui était là. Les Norvégiens, il y a quand même une sacrée équipe en train de monter en puissance en slalom. Les Italiens. Ils ont une sacrée équipe. Jacques Théolier, là, il a des beaux slalomeurs qui sont là. De Vinatzer à Manfred, on a vraiment toute la pyramide des âges, hein, parce que Manfred va sur ses 40 ans, Vinatzer est tout jeune, donc ils ont de l'avenir en plus. En tout
cas, un slalom avec préparation de piste, on l'a vu, magnifique, exceptionnel, ce qui a permis encore au dossard de derrière de rentrer quand même, de rentrer. Une belle piste bien éclairée. Et puis surtout, encore une fois, les mecs sont à fond, les mecs sont à bloc. Full gaz. Full gaz et ça ne pardonne pas. Les mecs sur le tapis, les mecs en course. Ça a été vraiment un truc. J'ai envoyé un petit message à Félix McGrath, le papa, pour dire. Il a dû pleurer aussi comme son fils, je pense, parce qu'il était vraiment rattrapé par l'émotion. Une petite question sur le revêtement. Visiblement, il y avait un petit problème d'accroche sur les premiers dossards à chaque manche. Sauf pour Feller, qui visiblement avait trouvé les bons réglages. Ça s'explique comment? Alors, si tu veux, ils ont injecté la piste, ils l'ont préparé, ils ont fait le maximum injection avec plus ou moins de profondeur, hein, c'est ça qui fait la qualité de cette glace. Mais surtout, c'est que tu sais, pendant l'inspection, tu as tous les mecs qui passent, qui lissent, et donc ça met une espèce de petite couche. Ça fait vraiment comme une espèce de miroir. Et après, quand ça commence à skier, finalement, ça amène plus de grippe, comme on dit dans le jargon technique. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. Pour certains, effectivement, et après, ça s'est plus ou moins bien, même très bien stabilisé, et ça a permis les mecs qui skiaient bien de rentrer, quoi. Alors, on va ouvrir le dossier des Français. Hein. Les Bleus ne sont pas au mieux. On va dire même ça va de mal en pis. Hein. On se disait peut-être que sur l'enchaînement des slaloms, on allait reprendre le fil. Et on s'aperçoit que non, ça s'est mal goupillé. Déjà, sur les 4, on avait deux Bleuets qui sont pas passés. Hein. Paco Rassa, qui arrivait de Coupe d'Europe et Théo le titre. Bon, je pense que la marche était un peu haute, mais en revanche, pour les leaders, c'est pas non plus, c'est même inquiétant. Alexis Pinturo est parti à l'envers. On l'a vu, il a fait une grosse faute d'entrée et avant d'enfourcher, donc c'était pas sa soirée et c'est pas sa semaine, c'est pas sa quinzaine pour l'instant et ça, voilà, on l'a vu vraiment agacé, hein, sa moue quand il est sorti. J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une spirale infernale comme celle que vit Alexis, en sachant que c'est un champion, il peut se retrouver à tout moment. Quelles sont les options pour lui? C'est plus de prendre une paire de skis pendant 10 jours jusqu'au Super G de Pékin le 8 février. C'est quoi? C'est s'aérer, aller partir, j'allais dire, avant d'arriver le plus tard possible à Pékin, même si ça sera très compliqué parce qu'on sait que les conditions sanitaires exigent beaucoup de règles. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je me permettrai de dire ça. Je donnerai juste mon avis. Il a une équipe autour de lui qui essaye de travailler le mieux possible pour essayer de le remettre au droit chemin. Maintenant, cette spirale, c'est vrai que c'est très, très compliqué pour tous les athlètes. Et pour nous, les Français, pour le voir dans cet état-là, c'est quand même pas le plus sympathique. Alors après, comme tu le dis, toi, il faut prendre quelques jours. Vraiment, tu poses les skis, tu poses un peu tout ça. Tu essaies de changer un peu de cap, mais il y a quand même l'échéance des Jeux Olympiques. Et c'est un gagneur, c'est un battant. Et en général, les gagneurs, les battants, quand ils… ça travaille, ça va chercher. Tu sais, quand Djokovic ou Nadal ou Federer ont perdu, vraiment, ont fait un beau match, je peux te dire que le lendemain, ça tape la balle comme des fous. Là, on sent qu'il ne fait pas un beau match quand même. Tu vois, on sent qu'il ne prend pas plaisir et c'est important quand même quand on fait du sport de haut niveau d'avoir aussi un petit peu de plaisir. Là, on sent qu'il n'est pas. On se rappelle qu'avant les Jeux de Pyeongchang, il était parti quelques jours au Japon pour s'aérer. Bon, là, ça sera difficile. Je ne sais pas quel va être le programme exact. Il va surtout chercher, je pense, à ne pas être positif, ce qu'on a dit, ce qui va être la condition sine qua non pour participer au jeu. Bon, on ne va pas en faire plus là-dessus. On donne rendez-vous le 8 février avec le Super G où, j'allais dire, il n'aura pas de pression plus que ça, même si c'est une discipline qu'il adore. Mais on sait que ce n'est pas là où il a le plus de chances de faire une médaille. Donc méfions-nous quand même d'Alexis Pinturo un peu blessé. Ça peut faire mal. De toute façon, pour compléter le sujet Pintu, il y a beaucoup d'athlètes dans le passé qui étaient au travers, qui étaient vraiment passés. Franck Picard. Justement, j'allais
allais en parler, Franck. Et donc, on a vu des athlètes qu'on pu se remobiliser parce qu'on rentre dans une autre sphère qui est la sphère des Jeux Olympiques, avec tout ce que ça comporte. Et souvent, ça permet à recentrer, je dirais, le débat. Ouais. J'espère que on remet un peu les compteurs à zéro, hein, puisque c'est la course d'un jour, donc ça change totalement les choses. Le contexte chinois va aussi être très, très pesant et on ne sait pas comment les athlètes vont réagir. Tout ça, il le sait. Pinturo, il a cette gestion des grands rendez-vous. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il est à la lutte pour ça. Donc ça, c'est un avantage. Le cas Clément Noël est un peu différent parce que lui, il a maintenant qu'une discipline, hein, contrairement à Alexis qui peut jouer sur plusieurs tableaux. Clément a qu'une discipline, hein, parce qu'en géant, ça n'a pas matché, le slalom. Et comment on peut expliquer, alors je sais que c'est le slalom, on l'a dit, ce n'est pas une science exacte, mais qu'on puisse passer en un peu plus d'un mois un état de grâce dans la pente de Bellewaerde, hein, où il colle 1,40 à ses principaux adversaires en gagnant les 2 manches, à un ski aujourd'hui qui est presque, j'allais dire, commun. On ne retrouve plus la flamboyance de Clément Noël, même si il était dans le match pour la première manche. En revanche, en deuxième, 20e temps, j'allais dire, c'est presque anonyme quand on connaît la classe de ce jeune homme, quoi. Oui, alors Clément, rappelle-toi, il y avait toutes les phases. Hein. Quand il a commencé à se mettre par terre et pas passer derrière, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il a regardé un petit peu sous le pied? Est-ce que ceci, cela? Et finalement, trop de questions. J'avais presque plus les réponses. Et à l'arrivée, on a vu, ça n'a pas été. Alors, on peut passer, un athlète peut passer au travers. Oui. Regarde, hier soir, on a eu le phénomène inverse. Keller, il skie comme une pelle à tarte à la première manche. Et qui nous claque une magnifique deuxième manche. Ça va vite. Hein. Même s'il n'a pas, à mon avis, il en avait encore sous le pied sur la première manche, il était sur le match pour être sur le podium et qui passe complètement au travers de sa deuxième manche. Pour des raisons, alors après, est-ce que c'était un choix? On a changé de ski, de matériel, moi je n'ai pas pu le savoir. Ça peut être une explication, mais c'est aussi, on a vu Feller passer au travers et de l'autre côté. Donc ça fait encore une fois partie du jeu. Et évidemment, on sait, tout le monde le répète, mais ces phénomènes de pression qui s'est mis aussi parce il était un peu sous le fil de il est sorti, il a enfourché, il faut que j'en garde un peu sous le pied. Et à l'arrivée, du coup, il n'est plus lui-même. Il n'est plus dans la phase où il pratique son ski, où il est dominateur. Ça va être de nouveau dans la tête. Alors, il va falloir qu'il recale tout ça. Oui. Bon, après, l'avantage avec Clément Noël, c'est qu'il ne se cache pas derrière son petit doigt et il est très lucide sur les choses. C'est ce qui est appréciable chez ce garçon. Donc, il ne cherche pas d'excuses. Là, on sent vraiment qu'il sait que c'est lui qui n'est pas. Donc voilà, il va chercher. Une nouvelle fois, comme tu dis, il va être entouré. L'avantage, contrairement à Pinturo, mais on ne sait pas si ce sera un avantage, il sera dans les 7 dossards, les 7 premiers mondiaux à la WCSL, donc il aura un bon dossard en Chine, alors qu'Alexis sera entre le 8 et le 15. Après, il y a cette inconnue de la piste à Pékin, dont on dit qu'elle n'est pas très difficile. Ça ne sera pas Schladming, ça ne sera pas Kitzbühel, ça ne sera pas Wengen. Donc là, ça peut aussi niveler les valeurs et on peut voir sortir du bois des profils comme Razzoli qui est en pleine forme, Foss Solveig qui a un profil de vainqueur aussi. Donc ça veut dire que la course va être extrêmement ouverte. Oui, complètement, parce que là, depuis le début de saison, on a des surprises. Ce sera intéressant de voir, comme tu l'as dit, ses qualités, le terrain, mais la qualité de la neige. Comment les choses seront Et peut-être que là, du coup, Clément, qui sera peut-être moins à son avantage par rapport aux pistes techniques, pistes très raides, peut-être que là, finalement, il n'aura plus rien à perdre. Et tu dis, bon, voilà, je pratique mon ski, terminé. De toute façon, pour les JO, ces gars-là, ils vont jouer la vie. Tu n'as rien à perdre. Bien sûr. L'ayant déjà fait avant, c'est déjà des expériences. Ça va être très, très intéressant. On voit bien qu'en slalom, quand on n'est pas full gaz, comme peut l'être Clément sur cette deuxième manche, on fait le 20e temps. Hein, et c'est Clément Noël. Hein. Donc, ça veut dire que le niveau, la densité est extrêmement importante et du dossard 1 au dossard 30 en Coupe du Monde, ça peut gagner. Alors, il y a un autre élément qui sera à prendre en compte aussi, c'est qu'il n'y aura que
4 athlètes par nation. Hein. Les Suisses ne pourront pas en mettre 8. Ça change un peu les choses aussi. Donc voilà. Donc on va se préparer à vivre cette quinzaine. Alors, pour les hommes, les Coupes du Monde, c'est terminé. Hein. On met entre parenthèses cette séquence. Ils basculent sur les Jeux. En revanche, les femmes, c'est une curiosité du calendrier. Encore une étape de vitesse à Garmisch-Partenkirchen. C'est assez étonnant qu'on ait encore cette étape, alors que j'imagine elles ont toute la tête au jeu. Oui, ça, c'est les mystères des programmes. Calendrier. Des calendriers. Tu es un peu de ton avis, c'est plutôt surprenant de voir d'avoir empilé ces compétitions, ces dernières compétitions avant le JO. Bref, il va falloir qu'elles fassent avec, malheureusement. Ouais. Trouver le juste milieu pour pouvoir courir, mais en même temps, comme tu l'as dit, la tête au JO. La tête est déjà au jeu et on sait qu'en vitesse, il vaut mieux avoir la tête à ce qu'on fait. Donc voilà, on regardera ça d'un peu de loin parce qu'on sera déjà nous aussi tournés vers les JO. On va clôturer ce ski chrono débrief en donnant rendez-vous à nos internautes pour la quinzaine olympique de Pékin. Avec dès le 6 février, on commence par du lourd, du fort, la descente olympique. Donc, on se retrouvera en début de matinée pour décrypter cette course des rois. Voilà, il y aura un nouveau champion olympique de descente. On sait que c'est l'équivalent du champion olympique du 100 mètres pour les Jeux d'été d'athlétisme. Donc, on commencera directement par du très fort. Un petit pronostic pour toi? Alors, cette année, je n'oserais plus rien dire du tout. Ouais. Bon, moi, je te rappelle, je suis slalomeur, je n'étais pas descendeur. Oui, non mais. Bon, le problème de cette descente olympique, si j'ai C'est bien que personne ne la connaît. C'est que personne ne la connaît, mais surtout, c'est un endroit où il y a beaucoup de vent, où il y a De pas vent, mal ouais. de vent. Et alors là, faire des pronostics, quand déjà tu sais que le domaine où il y a les compétitions, où il y a beaucoup de vent, c'est pas le plus facile. Allez, je vais essayer de me lâcher. Je vais mettre Butts, allez, Fuzz, pardon, Beat. Je vais mettre qui derrière Krischmaier. Et puis notre Italien. Paris. D'accord. Ok. Alors moi, je me lance. Je mets un petit kill 2. Le mauvais que j'ai été, j'ai oublié kill 2. Et oui, kill 2 quand même. C'est pour ça que je t'ai laissé partir. Je vais mettre Fuzz parce que je pense qu'il est de retour en forme. Et puis, je vais mettre un petit cocorico, un Johan Claret sur l'expérience. Voilà. Donc, on se retrouve le 6 février pour voir si on était dans le bon tempo. On vous souhaite, Marc, et à tous les internautes, une bonne semaine. Hein, et on se retrouve donc le 6 février pour décrypter la descente des Jeux. Bonne semaine. Bonne semaine. Salut Laurent, merci.